j'ai une passion qui est le voyage, parce que depuis tout petit, je suis passionné du voyage. J'ai des compétences dans le web marketing, pourquoi je ferais pas un blog et on verra bien où ça m'amènera, quoi. Par exemple, il y a 4 ans, j'ai vécu à Prague. Entre tous mes voyages, Prague, c'était ma maison. Il y a 3 ans, c'était Budapest. L'année dernière, c'était Lisbonne. Il y a 5 ans, c'était New York. Après, il y a eu Saint-Pétersbourg, il y a eu Montréal. J'ai vécu dans plein d'endroits différents. Voilà, en gros, au total, j'ai à peu près 700 000 abonnés sur tous mes réseaux aujourd'hui, en mars 2020. Ça augmente assez vite et assez bien, donc ça, c'est cool. Et après, mon blog, qui est quand même à l'origine de tout ça, qui existe encore évidemment, c'est plus de 2 millions de visiteurs uniques par an. Je dois recevoir au moins une dizaine d'emails par jour entrants de demandes de collaboration. Si je réponds à un, que je suis intéressé, que je demande plus d'informations, hein, ça ne veut pas dire que je vais bosser avec la marque, c'est déjà pas mal, quoi. Donc quand même 90% des demandes, elles passent à la poubelle. Je suis blogueur voyage, j'ai la chance de pouvoir être digital nomade, comme on appelle ça, donc de pouvoir travailler d'où je veux. Et du coup, il y a plein de villes où j'ai envie de vivre dans ma vie. Donc je saisis un peu les opportunités selon ma volonté, quoi. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. J'en profite pour remercier Mathieu Stéphanie qui anime le podcast Génération Do It Yourself et qui m'a insufflé l'envie de me lancer dans cette belle aventure. Si vous voulez connaître la vie cachée des plus grands entrepreneurs, n'hésitez pas à lui prêter l'oreille. Ces épisodes croustillent d'anecdotes intéressantes. Bonne écoute. Bonjour à tous, du coup aujourd'hui j'accueille Bruno Maltor. Donc, bonjour Bruno. Merci de Salut! faire prendre ce temps avec moi. Est-ce que peut-être tu peux te présenter rapidement pour qu'on puisse comprendre qui tu es? Yes. Alors du coup, je m'appelle effectivement Bruno Maltor, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. J'ai 29 ans. Ça fait à peu près 8 ans que j'ai créé un blog voyage. Donc 8 ans, ça peut paraître pas beaucoup, mais en réalité, par rapport à l'époque d'Internet, c'est un peu la préhistoire. À l'époque, je faisais un stage de web marketing à Shanghai, en D'accord. Chine. Et en fait, justement, j'apprenais à comment faire en sorte que des sites soient bien référencés, et cetera, et cetera. Et je me suis dit, j'ai une passion qui est le voyage, parce que depuis tout petit, je suis passionné du voyage, Oui. pour de nombreuses raisons. Et j'ai des compétences dans le web marketing. Pourquoi je ferais pas un blog et on verra bien où ça m'amènera, quoi. Donc, il n'y avait pas de prétention d'en faire un métier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de métier de blogueur, ni de métier de, entre guillemets, influenceur, comme on appelle ça. Mais je voulais quand même bien faire les choses, ajouter une petite ligne sur mon CV et kiffer sur un projet perso. Donc, c'est comme ça que mon blog qui s'appelle Votre Retour du Monde est né. Et après, j'ai grandi avec Internet. C'est-à-dire que à l'époque, le réseau tout puissant, c'était Facebook. Instagram venait tout juste de naître. Donc, clairement, ça n'avait pas du tout la même importance qu'aujourd'hui. Mhm. Donc, j'ai grandi avec Facebook, avec Twitter aussi à l'époque. Après, j'ai commencé à me mettre sur YouTube, aussi sur Instagram, etc., etc. Et il y a 5 ans, j'ai refusé un CDI dans une grande boîte d'audiovisuel française Oui. pour me mettre à 100% sur mon blog. Donc ça fait 5 ans, plus ou 5 ans et demi, que d'être blogueur voyage est devenu mon métier. Et donc que je parcours la planète pour créer du contenu, partager mes aventures et inspirer les gens à voyager, sauf quand il y a le Covid-19. Effectivement, les conditions actuelles sont moins pratiques pour ça. Qu'est-ce que tu entends par ça fait 5 ans que... Est-ce que ça fait 5 ans que du coup c'est ta seule activité qui Ouais. du coup également te suffit pour te rémunérer par exemple? Ouais, c'est ça en fait, c'est que c'est mon métier, ma seule activité depuis 5 ans et demi, quoi, depuis ouais, septembre 2014. Donc ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est génial. Et alors ça représente quoi là en termes de volume que je comprenne? Toi, nombre de voyages, nombre d'articles, nombre de vues, nombre de followers, c'est quoi les chiffres clés qu'il faut retenir? Ouais, donc nombre de voyages, franchement, je compte pas vraiment parce que je suis pas trop dans cette optique-là, mais je pense que quand même je suis en déplacement au moins 6-7 mois par an minimum. D'accord. Sachant qu'en général, j'habite même à l'étranger. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 4 ans, j'ai vécu à Prague. Entre tous mes voyages, Prague, c'était ma maison. Il y a 3 ans, c'était Budapest. L'année dernière, c'était Lisbonne. Il y a 5 ans, c'était New York. Après, il y a eu Saint-Pétersbourg, il y a eu Montréal. J'ai vécu dans plein d'endroits différents C'est excellent. parce que le métier de blogueur voyage,
te permet de pouvoir travailler d'où tu veux sur la planète. Donc ça, c'est assez stylé. Et du coup, il y a pas mal de voyages effectivement parce que c'est mon métier. Mais à côté de ça, en termes d'abonnés, on doit être à peu près 600 000, 700 000 sur tous mes réseaux. Mes réseaux D'accord. principaux, ça va être Instagram où on est 260 000, quelque chose comme ça aujourd'hui. Il y a Facebook où on est quand même plus de 200 000. Il y a aussi YouTube où on est à 170 000 bientôt. Et après, tu as d'autres réseaux qui sont peut-être un peu moins importants en termes de nombre d'abonnés, mais qui sont quand même super intéressants. Je pense par exemple à LinkedIn. Ouais. LinkedIn, j'ai 70 000 personnes qui me suivent dessus. Et même si ça peut paraître pas beaucoup, en fait, c'est un meilleur engagement que j'ai comparativement à ma page Facebook de 200 000 fans dont je parlais juste avant. Ouais. Donc voilà, en gros, au total, j'ai à peu près 700 000 abonnés sur tous mes réseaux aujourd'hui en mars 2020. Ça augmente assez vite et assez bien, donc ça c'est cool. Et après, mon blog, qui est quand même à l'origine de tout ça, qui existe encore évidemment, c'est plus de 2 millions de visiteurs uniques par an. Eh ben, ça en fait de la lecture quand même. Ouais, ça fait du monde, ouais. C'est C'est cool. quand même des chiffres qui font un peu tourner la tête, non? Je sais pas à quel point tu sens une petite pression quand même de tenir tous ces gens au courant. Comment tu le vis? Ouais, en fait, ça fait pas trop. Moi, ça me fait pas trop peur parce que j'ai des potes à moi qui ont des millions d'abonnés pour le coup. Donc, moi, D'accord. je me compare toujours à ceux qui ont beaucoup plus. Donc, du coup, mes potes en question, ils ont des millions d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc, ça te rend humble et ça te met pas trop la pression. Après, c'est vrai que là, on est en plein confinement en ce moment, quand même, au Ouais, moment du ouais, tournage de ce podcast. Et c'est vrai que par exemple, là, mes stories, elles dépassent les 70 000 vues en ce moment. Moi, je viens ouais. d'un lieu-dit de 200 habitants. C'est vrai que souvent, quand même, je me fais un peu la réflexion de genre, ah ouais, c'est quand même beaucoup tout ça. Mais, euh, mais comme j'ai des potes qui ont beaucoup plus d'abonnés et tout, ça me permet un petit peu de, tu vois, entre guillemets, de dédramatiser la situation, de me dire, bon, ça va, c'est pas non plus tant que ça, quoi. Mais en fait, c'est quand même pas mal. Comment tu fais pour tenir, pour keep track, comme on dit en anglais, pour tenir, tu vois, un suivi de tout ça, entre les rushs vidéo que tu fais, tout ça? Comment tu fais pour archiver un peu tout le travail et ne pas te perdre dedans? Bah, des disques durs externes évidemment et aussi, Dropbox, la solution, business en fait, premium. OK. Donc du coup, c'est mes 2 façons pour moi de garder, effectivement, mon contenu. Une fois que j'ai par exemple retouché mes photos et cetera, je vais les mettre sur un dossier Dropbox. Au moins je sais que si jamais, demain mon ordinateur se fait voler ou mon ordinateur explose ou je ne sais quoi, bah, il y aura quand même un endroit où je pourrais récupérer les photos à moyen terme, quoi. Ouais, bien sûr, bah, ça fait sens. Et tu les classifies par quoi? Par chronologie, par lieu? Comment ça se passe? C'est plus par chronologie, ouais, mais après de toute façon, du coup, c'est-à-dire pendant mes voyages, je vais retoucher mes photos souvent pendant le voyage en lui-même. Ouais, Par exemple, quand j'étais en Inde il y a pas si longtemps, j'ai eu la chance d'aller au Taj Mahal, par exemple. ouais. Heu, ben, du coup, c'est vrai qu'au Taj Mahal, j'ai pris des photos canon et le soir même, je les retouchais, pour les poster le lendemain sur Instagram, quoi. OK. Donc, j'essaye en fait d'être un peu dans l'actualité de entre guillemets «l'actualité vraie» de mes voyages. Pas poster, mes trucs, 3 mois plus tard. En tout cas, essayer de poster déjà une photo de mon voyage au Taj Mahal pendant que je suis au Taj Mahal et heu Oui, ça et fait du sens, coup effectivement, pour garder en plus de ça une chronologie logique de ce que tu fais. Moi, ça me parle beaucoup. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui te pousse à partir dans ces différents endroits? Est-ce que c'est une espèce de bucket list que tu t'es fixé et tu les fais un par un? Ou est-ce que tu as des sponsors peut-être qui te proposent ou te ouais. suggèrent des endroits? Ça dépend vraiment des voyages. Tu as des voyages, que je vais faire effectivement, bah, pour mon plaisir personnel. Par exemple, je suis allé, je sais pas moi, à New York pour le Nouvel An. Ouais. Je suis allé au Guatemala l'année dernière pendant un mois. Le Guatemala, c'était assez marrant parce qu'en fait, c'est mes abonnés qui avaient choisi, que j'allais aller là-bas. OK. C'est-à-dire que j'avais fait des sondages Instagram où je faisais s'affronter, 10 pays où j'ai toujours eu envie d'aller, comme je sais pas moi, la Jordanie, comme Oman, comme l'Argentine, etc., etc. Ouais. Et ça s'affrontait un peu en mode Coupe du Monde. Tu avais par exemple l'Iran qui affrontait le Népal. Ah, Et ça faisait donc un le tournoi. Népal ou l'Iran gagnait, etc., etc. Et ça faisait, la finale était Népal-Guatemala et c'était le Guatemala qui avait gagné du coup le concours. Et Ouais. du coup, j'étais parti là-bas pendant 3 semaines ou un mois afin de découvrir cette destination. Et du coup, ben, tu vois, par exemple, c'est ça qui a fait que, je suis parti là-bas et c'était un voyage extraordinaire. Après évidemment, j'ai aussi des collaborations parce que, ben, faut bien que je vive. Ouais. Donc des collaborations avec des marques, avec des offices de tourisme, avec des tours opérateurs
Et si c'est le cas, ben, je le dis tout de suite dans mes publications, dans les légendes de mes posts Instagram, etc., etc., quoi. J'ai même fait une vidéo en fait qui explique comment je gagne ma vie parce que c'est une question qui revenait pas mal et c'est normal parce que c'est un métier nouveau d'être blogueur voyage. Donc les gens ils sont curieux, ils veulent savoir comment ça se passe. Et Ouais. ben moi plutôt que d'esquiver la question comme peut-être certains entre guillemets collègues influenceurs peuvent faire, moi j'ai essayé de faire une vidéo qui dure un quart d'heure en fait sur ma chaîne YouTube qui a fait quasiment 100 000 vues d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Et du coup, sur cette vidéo, tu as, entre guillemets, tout mon business model, en fait. C'est-à-dire que, ben, je parle de l'affiliation sur mon blog, je parle notamment des collaborations avec les marques et les offices de tourisme, et cetera. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir, aborder ce sujet-là de façon transparente avec tout le monde et la vidéo a été super bien, reçue au final par les gens, qui me suivent, quoi. Il y a personne qui m'a critiqué pour, oser parler de d'argent ou enfin, pas de l'argent, mais en tout cas de la façon dont je gagne ma vie. Non, Donc mais ça, c'était c'est très malin et je mettrai le lien effectivement en copie en description de ce podcast. Effectivement, l'idée c'était de dire, c'était une des questions en l'occurrence que je me posais, donc tant mieux si tu as déjà fait une réponse assez complète. ouais. Quand tu parles de partenariat que tu fais, est-ce que c'est plutôt du produit, est-ce que c'est du service? C'est quoi le nerf de la guerre finalement? Moi, ce que je fais en général en termes de partenariat? Ouais, Bah, en fait, souvent, moi, c'est des collaborations avec des offices de tourisme. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, je suis allé à La Réunion en septembre dernier. ouais. J'y suis allé pendant environ 2 semaines, donc superbe, destination pour le coup. Mhm. En fait, bah, c'est La Réunion qui m'avait contacté, donc l'office de tourisme de La Réunion, qui m'avait dit: «Ben, salut, on aime beaucoup ce que tu fais, que ce soit en photo, en vidéo ou par rapport à ton blog. Viens faire la même chose, mais fais-le chez nous, quoi, en fait. Viens créer du contenu chez nous directement». Ouais. Dans ces cas-là, ben, moi, si la destination de base m'intéresse, je vais pouvoir répondre favorablement ou non. Et si c'est favorable, dans ces cas-là, on va voir pour faire des activités pour que je puisse créer mon propre programme qui me corresponde vraiment à 100%. Parce que c'est pas parce que j'ai dans une destination que, par exemple, moi je suis pas du tout dans tout ce qui est lifestyle ou mode, Mhm. que moi il faudra forcément me faire des restaurants pendant 3 heures entre midi et deux, qu'il faudra que j'aille dans des hôtels qui me correspondent pas du tout à mon style, etc. Donc en fait, dans ces cas-là, si on vient à bosser ensemble avec un office de tourisme, ils vont vraiment être attentifs à ce que je fais habituellement pour que ça colle totalement à ce que moi justement je propose à mes abonnés tout le temps. Donc c'est comme ça que ça marche. Et c'est quoi la proportion du coup de demandes que tu peux recevoir, que tu vas refuser puisqu'elles ne te correspondent pas à ce que tu fais justement? Waouh, beaucoup, hein. Je reçois au moins bah, en temps normal, entre guillemets aussi, parce que là, encore une fois, on est en plein corona. Mais en Ouais, gros, je dois recevoir au moins une dizaine d'emails par jour entrants d'accord. de demandes de collaboration. Si je réponds à un, que je suis intéressé, que je demande plus d'informations, hein, ça ne veut pas dire que je vais bosser avec la marque, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, quand même, 90% des demandes, elles passent à la poubelle. Ok. Et tu prends le temps de les lire, tu prends même pas le temps de Ouais, répondre du bien coup, sûr. c'est ça? Ouais, ouais, c'est tout moi qui gère effectivement ça. Moi, j'ai pas d'agent ou je ne sais quoi. Moi, je gère tout mon blog de A à Z par rapport à tout ça. Donc, ouais, ouais, je lis toutes les demandes de collaboration. Donc, Est-ce que c'est pas un risque potentiel, entre guillemets, d'avoir cette capacité de te contacter? Typiquement, page Facebook, d'avoir la capacité d'envoyer un message, sur ton site web, d'avoir un formulaire de contact. Est-ce que c'est pas le risque que tu veux également prendre de laisser les gens de pouvoir te contacter? bah, moi, j'aime quand même bien avoir un contact direct avec les gens, justement. Donc, je Oui. trouve que ça fait partie de mon métier. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui, après avoir atteint un certain stade, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés sur Instagram ou je ne sais quoi, prennent Mhm. plus forcément le temps de garder le contact avec les gens qui suivent, etc. Moi, je trouve que ça fait partie de mon taf que de justement prendre le temps de répondre aux gens effectivement, dans la mesure du possible, quoi. Donc, Ouais. j'essaye de faire en sorte. J'essaye de faire en sorte. Et tu vas répondre, par exemple, à toutes les sollicitations de tes, je sais pas, tes fans Instagram qui t'envoient des messages, par exemple? Je fais au maximum pour, ouais. Je dis pas que je le fais pour tout le monde, mais franchement, j'essaie de répondre à beaucoup de monde. Si tu regardes mes publications, mes photos et tout, tu Ouais. vois que je réponds quand même souvent à des gens, quoi. Et Et aux ça, pour moi, commentaires. ça fait partie de mon taf. Ouais, Ça fait partie du volet community management de mon taf, quoi. Les gens, en fait, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, les gens qui me suivent. Donc, moi, j'essaye de leur répondre autant que possible parce que ben, sans eux, c'est bête à dire, mais j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, je trouve ça assez normal de leur répondre. bah, je comprends très bien. Est-ce que tu as un coach dans ces activités? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aide, qui te conseille sur des choses à faire? Pas du tout. Franchement, pas du tout.
Donc Je vais pas te... tout est empirique, tout a été tout seul, tu t'es auto-formé, quoi. Ouais, non, j'ai pas de coach particulier, effectivement, qui m'accompagne dans ce que je fais, quoi. Et alors typiquement, tu parlais tout à l'heure d'un voyage qui avait duré entre 3 semaines et un mois. C'est quoi la moyenne des voyages que tu vas faire en termes de temps? Ça dépend vraiment, en fait, de où est-ce que je vais. Par exemple, là, je suis allé en Inde en mars dernier. Clairement, en Inde, tu vas pas y aller pour 4 jours, sauf si tu veux vraiment te faire juste le Taj Mahal et rentrer, quoi. Donc, l'Inde, Ouais, par exemple, j'y suis allé 3 semaines environ. d'accord, Pour découvrir une région qui s'appelle le Madhya Pradesh, qui est la deuxième plus grande région d'Inde, mais sans doute une des plus inexplorées. C'est au centre du pays en fait. Et d'accord. donc là, j'ai passé 3 semaines à explorer cette partie-là du monde. Mais c'est clair que, ben, à côté de ça, si je vais en Auvergne, par exemple, cet été, ben, c'est clair que je vais peut-être pas y passer 3 semaines, je vais peut-être plus y passer une petite semaine. Donc ça dépend vraiment des destinations en fait. Il n'y a pas de règle exacte pour ça. Et tu repars à chaque fois depuis Paris? Tu vis à Paris? En ce moment, en tout cas, je suis basé à Paris, mais comme je te disais juste avant, en général, chaque année, je change Ouais, de point de chute. ouais, Donc, tout à en fait. ce moment, à Paris, bah, en plus, on est confiné et tout, donc forcément, je suis un peu obligé de rester ici. Ouais. Mais je m'interdis pas du tout d'aller vivre demain à Amsterdam ou je ne sais où, si je le souhaite. Parce qu'encore une fois, comme je suis blogueur voyage, j'ai la chance de pouvoir être digital nomade, comme on appelle ça, donc de pouvoir travailler d'où je veux. Et du coup, bah, il y a plein de villes où j'ai envie de vivre dans ma vie. Donc, je saisis un peu les opportunités selon ma volonté, quoi. Ok. Et alors, typiquement, si on sort un peu de cet espace de confinement, tu vas avoir une journée type, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, le jeudi dans ta semaine? Moi, j'ai pas trop enfin, j'ai pas vraiment de journée type parce que mon métier, il est vraiment polyvalent. Par exemple, moi, je fais de l'événementiel avec un événement qui s'appelle le Verre du Voyageur. En fait, c'est D'accord. un concept qui est né tout bêtement il y a 3 ou 4 ans. Il y avait pas mal d'abonnés qui m'écrivaient et qui me disaient, ben, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais bien te rencontrer autour d'un verre afin de parler de voyage, etc. Je trouvais l'idée assez cool, mais il y a 4 ans, j'habitais à Prague. Donc, en fait, c'était pas possible pour moi de boire 40 000 verres avec tous mes abonnés. Bien Donc, en sûr. fait, je me suis dit, je vais créer un événement qui s'appelle le Verre du Voyageur. On sera peut-être une dizaine autour d'une table à se rencontrer et puis ça sera cool pour parler de voyage et tout. Et en fait, il y a 500 personnes qui ont été intéressées sur l'événement Facebook après 24 heures de mise en ligne. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt des gens de se rassembler, de parler voyage le temps d'un soir dans un lieu qui était dédié pour cela, privatisé pour cela. Donc, il y a vraiment eu 500 personnes à cette première édition en l'espace de moins d'une semaine d'organisation. Et quand Incroyable. j'ai vu que les gens étaient vraiment venus, etc., je me suis dit, il y a vraiment un truc à développer. Et par exemple, maintenant, le Verre du Voyageur, il y a déjà eu une trentaine d'éditions à Paris. Il y a déjà eu 3, 4 éditions à Lyon. Il y en a eu à Lille, à Montréal, à New York. Et à Paris, il y a 1000 personnes à chaque édition. Donc, c'est beaucoup de taf. Mais c'est à peu près tous les mois et demi. Donc, tu vois, il y a des jours où je vais peut-être devoir organiser la billetterie pour le Verre du Voyageur, gérer aussi, est-ce que tout est OK avec le partenaire parce qu'il y a un partenaire par édition, checker que tu vois les gens sont bien au courant qu'il y a un verre du voyageur prochainement pour que les gens puissent bien prendre leur place. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça à gérer enfin avant le verre du voyageur, mais le verre du voyageur c'est une fois tous les mois et demi comme je disais, donc c'est pas tout le temps. Donc il y a des fois où je vais juste gérer, répondre à tous les emails auxquels j'ai pas eu le temps de répondre pendant mes voyages. Ça va être créer du contenu sur mon blog, ça va être faire des stories sur mon compte Instagram. Tu vois, il y a vraiment pas de journée type en vrai que je pourrais te décrire parce que vraiment chaque journée est un peu unique dans ce métier-là. Ah, mais c'est excellent. Moi, j'aime bien aussi, effectivement, avoir un calendrier qui change toute la semaine. C'est vrai que quand tu commences à rentrer dans une routine, pour certains, ça plaît. Moi, je suis un peu comme toi, ça me plaît pas trop d'avoir un Ouais. rythme qui se ressemble du jour au lendemain, donc je te comprends très bien. Et alors, Ouais. dans ta vie perso, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui te suit, qui t'accompagne, qui te soutient? Alors, j'ai pas de copine, si c'était plus ou moins ça la question. Tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même un peu exigeant par rapport à ça. J'ai envie de dire, c'est que tu voyages énormément, donc c'est ma passion, donc j'en suis ravi. Mais c'est vrai que ben, du coup, qui dit que tu voyages énormément dit que tu peux pas forcément avoir de relations stables parce que tu es toujours à droite à gauche et que ben, c'est compliqué quand tu habites pendant un an à Prague entre tous tes voyages, après tu vas vivre à Budapest, après tu vas vivre à droite à gauche. Ouais. C'est clair que c'est compliqué d'avoir une relation stable et c'est peut-être un des points négatifs d'ailleurs de ce métier-là, c'est qu'au final, tu es toujours à droite à gauche. Donc pour moi, je vois ça comme
un kiff extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a quelques points négatifs, comme le fait que tu vois pas tout le temps tes proches Mhm. et aussi que du coup, tu peux pas vraiment avoir de relation stable. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est compliqué parce que ben, tu es très souvent à distance, parce que tu es toujours en décalage horaire, parce que tu es à droite à gauche et que du coup, ça facilite pas ben, les conditions pour être en couple, quoi. Tu te sens un peu frustré à cause de ça ou pas? Honnêtement, pas du tout. Franchement, je vais pas mentir. Enfin, bien sûr, il y a des fois, le dimanche soir où j'aimerais bien, partager ma couette en regardant un Netflix avec, ma potentielle chérie, mais à côté de ça, en fait, j'ai quand même appris moi, ça fait 4 ans à peu près que je suis seul, célibataire et je me dis qu'en fait, ça m'a appris quelque chose de tout bête, à savoir arriver à être heureux tout seul, sans justement se dire: «J'ai à tout prix besoin de quelqu'un pour pouvoir être heureux dans ma vie». Sans vouloir rentrer dans le cliché, moi, je vais approcher la trentaine. J'ai pas mal de potes qui sont encore célibataires aujourd'hui. Franchement, la plupart de mes amis autour de moi veulent se mettre en couple, pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'en fait, ils ont un peu peur de se retrouver seuls. Ils estiment qu'ils arriveront, à être plus heureux grâce à la personne qui va les accompagner et cetera et moi, je vois plus les choses de cette façon-là. Je vois plus, le fait d'être célibataire, pas du tout comme une contrainte, mais pourquoi pas comme un choix vraiment, assez cool et si bien sûr je fais une belle rencontre, je la prendrai avec grand plaisir, mais je me mets pas la pression pour autant par rapport à ce sujet-là, contrairement à pas mal de monde dans mon entourage à cause de l'âge et cetera, quoi. Ok. Je sais Non, pas mais si je suis très clair par rapport à c'est ça. très clair et je te rejoins pas mal là-dessus. C'est vrai que c'est important de savoir vivre seul et c'est un point sur lequel je te rejoins parfaitement. Si on parlait un peu de ton métier, alors tu as de la photo, tu as de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours où tu t'es mis devant la caméra et qu'il a fallu que tu parles? Est-ce que tu étais un peu en train de balbutier? Comment ça se passe? Ouais, bah, alors en fait, moi, d'un point de vue genre, historique, j'ai commencé les vidéos, il y a 7 ans, 8 ans à peu près, non peut-être un peu Ouais. moins quand même, ouais, 7 ans je dirais, 6-7 ans et en fait au début moi je me mettais pas forcément en avant dans mes vidéos, parce que j'étais pas à l'aise et cetera. Donc je faisais des vidéos de 2 ou 3 minutes maximum, Mhm. où il y avait de belle musique, où il y avait des belles images, du drone, et cetera et cetera et après au fil du temps, moi j'ai été un peu lassé de ce format-là. Je trouve qu'aujourd'hui des belles images, tu en trouves partout sur internet et je me suis dit que c'était un peu dommage en fait de pas humaniser plus mon contenu. Mhm. Moi, il faut savoir que j'étais sur Snapchat il y a 4-5 ans déjà, à une époque où, les stories commençaient à arriver, tout ça, mais c'était pas encore sur Instagram évidemment et du coup, ben, sur Snapchat au début, pareil, je commençais juste à montrer, ce qui est autour de moi et au fil du temps, j'ai commencé à prendre la parole d'abord un peu en voix off et après j'ai commencé à me montrer et c'est vraiment au fil du temps que, ben, j'ai commencé entre guillemets «à assumer» au final, ma tête, ma voix, mes mimiques, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que d'abord, j'ai commencé par des vidéos où j'apparaissais pas. Après, j'ai commencé à faire des stories, donc ça restait que 24 heures en ligne. Donc, les stories étaient sur Snapchat. Après, c'est arrivé avec Instagram. Et au fil du temps, je me suis dit, ben, je vais me lancer sur le vlog aussi. Donc, le vlog où il y aura des belles images parce que c'est quand même mon ADN, mais aussi ben, de l'humain où je vais montrer les gens que j'ai rencontrés, où je vais raconter des anecdotes. Là, par exemple, j'ai sorti une vidéo sur le Taj Mahal. La Mhm. vidéo, le but, c'est pas uniquement de te dire waouh, le Taj Mahal, c'est trop beau. Ça, on le sait très bien. L'idée, c'est de te raconter un peu, bah, en fait, combien de temps il a fallu pour construire le Taj Mahal, combien ça a coûté, combien il y a de visiteurs par an. Est-ce qu'il n'y a pas des anecdotes un petit peu par rapport à une de ces 7 nouvelles merveilles du monde? Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller un peu plus loin que juste des belles images et raconter en fait des anecdotes, faire quelques blagues si possible, et aussi montrer les locaux, les gens, quoi, parce que c'est eux qui font la richesse des destinations. Et du coup, ces 4 piliers-là font que aujourd'hui mes vlogs se définissent ainsi, quoi. Ouais, mais ça fait tout à fait sens. Je pense que c'est important effectivement d'avoir une espèce de ligne de conduite que tu vas garder tout du long pour avoir une cohérence et une consistance dans ce que tu fais. Et bah, du coup, ça traduit parfaitement ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir un bref résumé? Tu as parlé de ta vidéo tout à l'heure de 15 minutes où tu expliques un peu ton business model. Là, en une minute, c'est quoi du coup les sources de revenus principales que tu vas avoir aujourd'hui? Ouais, bah, du coup, avant tout, tu as les revenus passifs. Donc les revenus passifs, ça va être, notamment, l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est quand tu vas sur mon blog voyage, Mhm. donc votre tour du monde pour rappel. Si tu cliques sur un lien, par exemple, parce que tu vas aller à New York prochainement et qu'à New York, tu veux, visiter l'Empire State Building, le Rockefeller Center et cetera, tous les must, de New York. Tu peux soit prendre
toutes les entrées séparément à New York, mais ça te fait prendre beaucoup de temps parce que New York, c'est quand même une des villes les plus visitées au monde, après Bangkok, si je dis pas de bêtises. Et du coup, tu peux prendre un City Pass si tu le souhaites. Un City Pass, c'est une sorte de ticket qui te donne accès à toutes les entrées des attractions principales. Moi, j'en parle sur mon blog parce que je trouve que c'est un vrai bon plan, parce que c'est moins cher que d'acheter tout séparément, parce que tu gagnes beaucoup de temps. Tu as des files d'attente dédiées à ceux qui ont un City Pass et tout. Et du coup, si tu prends ça, en passant par mon blog, je vais gagner une petite commission lorsque tu achèteras le City Pass. Ouais, malin. Après avoir Ok. cliqué sur le lien, évidemment. Donc du coup, ça, c'est l'affiliation. Ça me permet de gagner un peu d'argent. Il y a aussi les vues YouTube, mais les vues YouTube, à part si tu t'appelles Norman, Cyprien ou Squeezie, franchement, on parle vraiment de sommes dérisoires, hein. Les gens, ils pensent souvent que tu peux devenir millionnaire avec YouTube. Franchement, j'ai du mal à le croire. Donc du coup, tu as les vues sur YouTube quand même qui rapportent un petit peu d'argent, mais pas des masses. Tu as aussi les collaborations avec les marques et les offices de tourisme, comme on en parlait juste avant. Mhm. Et enfin, tu as aussi le verre du voyageur. Parce que pareil, comme je disais, il y a un partenaire par édition. Ouais. Donc du coup, ce partenaire, il me rémunère pour que moi, je puisse tout organiser, pour que je puisse privatiser un lieu, pour que je puisse avoir le personnel nécessaire pour que tout se passe bien, parce qu'il y a quand même 1000 personnes par édition. Donc il faut qu'il y ait de la sécurité, il faut qu'il y ait Ouais. des barman, tout ça, quoi. Donc c'est mes 4 façons aujourd'hui de gagner de l'argent. Ok. Et ce dernier point-là, comme tu es un peu organisateur événementiel de soirées en partie, tu as le temps de rencontrer les 1000 personnes. Non, c'est impossible, on est d'accord. Non, après le but, c'est même pas forcément de rencontrer tout le monde. Le but, c'est vraiment que les gens viennent pour parler, de voyage, en fait, le temps d'un soir. Mais entre eux, quoi. Parce que quand tu viens, tu prends une étiquette où dessus tu mets, 1 ton prénom, 2 un pays que tu connais bien et 3 un pays que tu aimerais bien connaître et du coup, ben, tu vas tchatcher avec plein de monde autour de toi. C'est une des rares soirées, à Paris, parce que moi j'ai vécu à Paris dans le passé aussi pendant quelques mois pour, une alternance. Je sais que quand j'habitais à Paris, j'allais avec mes potes en soirée. Je restais avec mes potes à cette soirée-là et je repartais avec mes potes de cette soirée-là. Il y avait très peu de chances de faire des rencontres, etc. Et du coup, le verre du voyageur, tu as beaucoup de gens qui viennent tout seuls parce qu'avec les étiquettes, etc., tu as vraiment plein de moyens de rencontrer des gens en fait spontanément et naturellement. Si tu vois un mec, je sais pas, qui s'appelle Romain et qui allait en Iran et que tu as toujours rêvé d'aller en Iran, bah, tu as juste à lui dire salut Romain, je vois que tu allé en Iran, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et là, du coup, c'est parti pour faire des échanges, quoi. Donc Ouais, c'est le très but, malin. c'est pas que je fasse une conférence ou quoi, hein. Le but, c'est vraiment que les gens échangent entre eux. Après, moi, je me balade un petit peu partout dans la soirée. Et si tu veux m'intercepter pour qu'on tchatche, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas le but que je prenne le mic pour faire une conférence et que tout le monde m'écoute, quoi. Ouais, non, ça fait sens. Ça fait tout à fait sens. Et c'est quand même pas mal, finalement, d'avoir un espèce de briseur de glace, hein, finalement, une espèce de contexte qui fait que c'est un peu plus sans gêne d'aller aborder les gens que tu le serais d'ordinaire, je pense. Ouais, Ok. Euh, exactement. pour ton blog, que je comprenne un peu, donc votetourdumonde.com, tu l'as acheté quand, le nom de domaine? En 2012, hein. Ça devait être en octobre 2012. Et c'est toi qui te charges à chaque fois de mettre à jour, je sais pas comment tu fais d'ailleurs, est-ce que tu es développeur un peu à côté? Est-ce que tu utilises des plateformes de Bah, création de quand sites? ouais, quand t'es blogueur, en fait, t'es un peu obligé d'être un peu touche à tout, hein. Ça, c'est une certitude. Moi, j'ai Ouais, j'ai appris plein de trucs sur Google, sur YouTube. Donc, j'ai créé un WordPress, en fait. J'ai acheté un thème sur themeforest.com. Et après, j'ai acheté un nom de domaine sur OVH, tout ça, tout ça. Et du ouais, coup, ouais, j'ai géré tout ça via WordPress.org, excuse-moi. Ceci étant dit, aujourd'hui, je suis plus tout seul à gérer ça parce que je m'en sortirais pas. Il y a un pote à moi qu'on voit souvent dans les vidéos, dont j'ai notamment parlé sur ma vidéo bilan 2019 YouTube, ouais. qui m'accompagne un petit peu dans mes aventures et tout, qui s'appelle Clem, enfin Clément du coup, Clem étant son surnom. Et du coup, il m'aide un petit peu ben, sur plein de trucs au quotidien. Par exemple, des fois, publier un article, tu vois, il va m'aider à faire les. Si je fais des vidéos autour du monde, souvent il sera avec moi, pas tout le temps, mais très souvent. Plein de choses comme ça, tu vois. Donc, je suis pas tout seul à gérer le blog parce que je m'en sortirais pas seul. Bah, je me doute bien. Non, c'est top Ouais. ça d'avoir un peu d'accompagnement là-dessus. Ouais. Comment tu vis je sais pas, ton partage je sais pas si c'est le bon mot, mais de vie privée, c'est-à-dire que comme tu as quand même beaucoup d'activités qui sont mises en avant par toi en vidéo devant les gens, comment tu fais peut-être pour séparer ce qui se passe dans ton côté perso, quoi? Est-ce que enfin, toi, est-ce que Moi, tu as un compte Facebook perso, par exemple? ouais, mais du coup, moi, faut savoir que je partage pas du tout ma vie privée en fait. Je suis pas du tout le mec qui va te parler de sa vie privée et tout.
Ok, Les gens, je pense que pour la plupart, ils savent pas déjà que je suis en couple, etc., quoi, tu vois. ok, Donc, j'ai un compte Facebook perso et un compte public sur Facebook. J'ai une ouais, fanpage et tout. ouais, Mais du coup, ouais, j'essaie bien de faire la distinction entre ben, le Bruno entre guillemets public et le Bruno perso. Mais du coup, ouais, les gens qui me suivent ne savent pas forcément où est-ce que j'habite exactement. Ils savent pas si je suis célibataire. Ils savent pas, enfin plein de trucs quoi. Je garde vraiment une bonne part de vie privée et je trouve ça méga important. et c'est très important aussi, je suis bien d'accord. J'ai une petite anecdote qui me vient en tête. Est-ce que dans ton groupe d'amis, puisque tu as l'air d'être assez à l'aise avec la vidéo, le montage, etc., tu es aussi celui, quand tu fais un week-end de potes, qui revient avec une vidéo du week-end? Ouais, il y a des chances qu'en tout cas je fasse pas mal de photos et de vidéos quand même. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je fais partie de ces gens-là. Mais en général, les gens te disent: «Oh, c'est pas cool» pendant que tu le fais et après 2-3 mois, quand tu leur balances les photos et tout, ils sont super contents. Donc mais Ouais, je ouais, je suis comprends. plutôt Est-ce que tu nous ferais un petit tour rapide de tes équipements pour voir un peu ce que tu utilises comme matériel? ouais, ben, du coup, j'ai un drone. Alors moi, j'ai commencé par le Phantom 3 à l'époque de DJI. DJI, c'est vraiment la marque référente dans les Ouais, dans les drones aujourd'hui. ouais, carrément. C'est un peu le Apple des drones. C'est une marque chinoise qui est très forte en termes déjà de produits, mais aussi de marketing. Ils sont vraiment très, très forts. DJI, là, j'ai le Mavic Pro 2, donc Ok, de cette marque-là, qui est un drone qu'on peut plier, qui filme en 4K, enfin, 60 FPS, enfin bref, dans plein de trucs trop cool. J'ai aussi un GH5 de Panasonic qui me sert à tout ce qui va être filmer les facecam. Et j'ai le S1 de Panasonic qui sera plus pour faire les beaux plans vidéo. Ça peut être des gens dans la rue, ça peut être des monuments, etc. Donc j'ai ça. Après, j'ai un stabilisateur, évidemment. J'ai un micro qui est le Rode NT USB pour faire les voix off de mes vidéos. ouais, Et j'ai un MacBook Pro. Et pour tout ça, j'ai un sac à dos qui est le Peak Design Everyday Backpack de 30 litres, qui est vraiment trop cool, qui est vraiment super cool. C'est un beau sac à dos déjà, c'est assez rare. Les sacs de photographes sont pas toujours très très beaux. Lui, il ouais, est beau et puis il est superbement bien pensé en fait. Donc je trouve que c'est une très belle marque, Peak Design, pour les photographes notamment et les créateurs de contenu. Donc n'hésitez pas à checker ce qu'ils font. C'est assez cher. Je crois que mon sac à dos, il coûte aux alentours de 250-300 euros, hein, donc c'est quand même ouais. pas 20 balles, quoi. Mais n'empêche, voilà, je sais que sur le long terme, il est là, il est toujours aussi pratique et efficace, et il fait très bien le taf. Et comme c'est quand même tout ton matos que tu tiens dans ton sac à dos, c'est assez important d'avoir un bon sac. Non, mais complètement. Et tu balades tout le temps tout ou tu fais parfois des sélections sur ce que tu viens de me dire? Ouais, ça va vraiment dépendre du voyage. Tu vois, par exemple, en Inde, les drones sont interdits, tout simplement. Ouais, Donc, du coup, bah, forcément, j'ai pas pris mon drone. Mais ça va vraiment dépendre de tous les voyages que je vais faire. Je suis allé au Maroc aussi, pareil, les drones étaient interdits, donc j'ai pas pris mon drone. Des fois, je vais prendre mon trépied, des fois, je vais pas le prendre. Ça va vraiment dépendre du voyage et de ce que je vais faire pendant le voyage. ok. Et donc tu balades ça avec, en plus de ça, ton sac perso, ça fait sens. Ouais. T'étais plutôt, dans tes voyages, t'es plutôt hôtel, auberge, comment tu fais, comment tu prévois le projet, quoi? Ou bah, écoute, c'est un peu le même truc, ça va vraiment dépendre, du voyage. Parce que quand tu vas Ouais, en Inde, au fin fond de l'Inde, clairement, une des rares solutions, c'est les hôtels. Déjà, ça coûte pas très cher, mais en plus, il y en a pas beaucoup. ouais, Donc, tu fais avec ce que tu trouves. Après, moi, j'aime bien les apparts quand même pour te sentir un peu chez toi, même au bout du monde, pour avoir ta propre cuisine, et te sentir en autonomie. Donc, je pense que je serais plus en location, d'appartement, en général. Je suis pas forcément, hôtel. Je le fais de temps en temps. Il y a des très bons hôtels, notamment en Allemagne. Moi, j'aime beaucoup l'Allemagne. Je sais qu'il y a une suite d'hôtels qui a été d'ailleurs rachetée il y a pas si longtemps par Accor-Hôtel, il y a genre un an et demi. Et elle s'appelle les 25 Hours. Donc il y en a, un peu partout en Allemagne et il y en a d'ailleurs un ok, aussi à Paris, à la gare du Nord, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils sont vraiment tous superbement bien aménagés et ils sont vraiment faits, je dirais, pour la génération Y. Ils ont tout bien réfléchi. Tu vois, il y a un truc tout bête quand tu arrives, tu as une base pour mettre ta musique en Bluetooth si tu veux. Enfin, tu vois, il y a plein de détails tout bêtes où tu te dis,
c'est enfin un truc qui est un peu personnel et qui est réfléchi pour les gens de, tu vois, de la trentaine, tout ça, tout ça. Donc, Ouais. du coup, il y a des hôtels que je vais côtoyer de temps en temps, mais c'est assez rare. Moi, je suis quand même plus appartement en général. Ah, mais ouais, je te comprends très bien. C'est vrai que quand tu prends l'hôtel, t'as vraiment la sensation de pas être chez toi, alors que si tu te mets un petit peu plus dans ce mood-là, ça peut aider, ouais. Ouais, c'est Est-ce, clair. est-ce que tu as un planning sur l'année de tes prochains voyages ou est-ce que tu les prévois, comment dire, toi, 2, 3 jours avant? Comment ça se passe pour s'organiser? Ouais, normalement, j'ai quand même un planning où je sais à peu près où je vais aller dans les 3 4 mois à venir. Ok, Après, ça, c'est c'est normalement, parce que là, par exemple, je devrais être un peu partout oui, autour du monde ça. actuellement, mais l'actualité fait que ben, je suis bloqué. Donc, c'est très rare qu'une telle chose se passe. Mais normalement, je sais à peu près où je suis dans 2 mois, par exemple. Ok. Et tu as une Ouais. visibilité de combien tu sais à l'avance, quoi, 6 mois à l'avance ce que tu vas faire? Comment ça se passe? Je sais, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 4 5 6 mois maximum, je sais où je vais être. Donc Et là, tu as un après, ben, programme concocté jusqu'à septembre, quoi, grosso modo. bah, là, c'est un peu compliqué franchement parce que Ouais. encore une fois, l'actualité, elle a un peu, foutu le bordel pour moi parce que, bah, effectivement, je voyage pas en ce moment et tout et tout. Mais normalement, ouais, je savais à peu près déjà jusqu'à juillet où est-ce que j'allais être, genre sur tout mon planning, quoi. Donc j'avais déjà une belle visibilité parce que là, on est fin mars. Donc j'avais déjà avril, mai, juin, j'avais 4 5 mois, ouais, d'avance sur mon planning. Sur le planning, ouais. Ok. Ouais. Ok. Ça va faire 5 ans que tu tiens ce blog. Est-ce que tu as déjà eu des moments de blues, de frustration, toi, de choses que tu aurais aimé faire différemment ou de regrets? Heu J'ai pas trop de regrets, honnêtement. J'aurais peut-être voulu me mettre sur YouTube un peu avant, peut-être faire du vlog un peu avant, parce que je trouve que c'est un format qui se prête vraiment bien au voyage aujourd'hui et je pense que Mhm. j'aurais peut-être même pu commencer un peu avant. Mais non, j'ai pas trop de regrets par rapport à ce métier-là. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir inspirer des gens, de leur donner envie de voyager. Je reçois des ondes positives tous les jours, des gens qui me remercient parce que ben voilà, ils sont partis en voyage autour du monde après avoir vu telle vidéo, etc., etc. Donc j'ai pas forcément de regrets, si ce n'est ben ouais, toujours être plus créatif, ne jamais tomber dans la facilité. C'est vrai que il y a des moments peut-être où quand je savais que la façon de tourner un vlog d'une façon ça marchait bien, bah, peut-être que il y a des fois où j'étais un peu trop dans la facilité. Mais il faut toujours du coup essayer d'être encore et toujours créatif dans ce milieu-là, comme dans tous les milieux. Donc essayer de toujours me poser des questions, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais j'essaie de faire attention à ce que ça le soit quand même. Et alors, pour quelqu'un comme toi qui a une vie assez trépidante finalement sur l'année, est-ce que quelqu'un comme toi, il a une bucket list aussi, personnelle? Heu, ouais, on a tous un peu une bucket list, je pense. Mais moi, je suis pas à la recherche, par exemple, de faire tous les pays du monde. Bon, déjà, faire un pays, je trouve que c'est une expression insupportable. Mais Oui, je du suis coup, d'accord. moi, je sais que, tu vois, je suis allé en Russie, j'ai vécu à Saint-Pétersbourg pendant 2 mois, 3 mois et je suis allé à Moscou. Je peux pas dire, la Russie, c'est fait, quoi. Donc c'est plus des expériences que j'aimerais bien vivre que d'aller dans des pays en particulier. Par Mhm. exemple, quand je suis allé au Guatemala l'année dernière, ce que j'ai vraiment adoré en expérience, c'était grimper un volcan, en éruption. C'était quelque chose d'extraordinaire, en fait. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue, c'est pas juste un pays, quoi. Donc il y a pas mal d'expériences que j'aimerais vivre. Je pense comme tout le monde, mais après, je me mets pas trop la pression par rapport à ça, quoi. C'est au jour le jour. Si je peux le vivre aujourd'hui, c'est cool. Si ça doit attendre 2 3 ans, c'est pas si grave. Ouais, mais je comprends très bien. Et alors du coup, est-ce que tu as des idoles, des personnes qui t'inspirent, que tu admires, que tu vas suivre en particulier? Ouais, j'ai forcément des gens qui m'inspirent. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup J'irai dormir chez vous d'Antoine de Ouais, Maximi. Maxime, oui. Heu, Franchement, ça m'inspirait beaucoup ce qu'il faisait et tout. Je trouvais que c'était un format super cool parce qu'il a 2 caméras, donc il se filmait et lui et les actions qu'il voyait. Je trouvais que c'était vraiment super bien, sachant qu'il était seul, c'était vraiment super bien réalisé et tout. Ouais, Il y a aussi Yann Arthus Bertrand quand même, qui est pour moi un photographe, référent dans la photographie aérienne et je trouve qu'il a fait plein de beaux documentaires, depuis quelques années, comme,
comme Humans, comme le documentaire sur la planète Terre aussi qu'il avait fait juste avant les européennes il y a une dizaine d'années. Donc du coup, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Après, les gens qui m'entourent aussi, bien sûr. Mon meilleur pote, il s'appelle Arnaud Montagar. C'est un Mhm. photographe professionnel qui habite à New York. Il fait des photos extraordinaires. N'hésitez pas à checker son compte Instagram. Donc il y a un peu de tout ça. Il faut que ton entourage il t'inspire aussi pour que tu te sentes un peu pousser des ailes, pour que tu sois motivé à aller toujours de l'avant. Mais ouais, du coup, tu as quelques références. Après, je suis pas non plus le fanboy qui va regarder chaque photo, chaque vidéo des personnes dont j'ai parlé. Mais en tout cas, il t'inspire et tu regardes de temps en temps, quoi. Ouais, et puis tu restes abonné, donc tu as un peu de temps en temps ça surgit sur ton Ouais, fil d'actualité, ça fait plaisir. ouais. Ok. Est-ce que la partie de ce quotidien, finalement, de ce métier que tu fais, ça devient un peu comme une addiction vers le nouveau? Tu vois, tu as un espèce de sentiment, je sais pas si c'est le bon mot, mais une espèce de drogue, d'être addict à chaque fois repartir comme un espèce de virus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est pas mal une drogue. C'est-à-dire que si je voyage pas pendant 2-3 semaines, ça va commencer à me manquer, quoi. Mhm. Donc, c'est clair que c'est tellement devenu mon quotidien, que j'ai ce besoin de voyager. Je me vois pas faire, autre chose que de voyager aujourd'hui, en fait. Ça fait vraiment partie de moi, quoi. Et comment tu imagines la suite, du coup? Comment tu fais là, combien de temps tu imagines encore faire ça? C'est une question, à laquelle j'ai pas de réponse. Parce que, je continuerai à faire ça, en fait, tant que je serai passionné par ce que je fais. Pour Mhm. l'instant, je kiffe, vraiment, ce que je fais. Je suis passionné au quotidien. Et je sais pas si dans 3 ans, ça sera encore le cas. Donc, je vis un peu au jour le jour. Tant que je me lèverai avec le sourire, que je me dirai que je fais un job qui inspire les gens, qui est plutôt positif, pour donner des bonnes ondes, tout ça, bah, je pense que je continuerai. Mais je sais pas si ce sera encore le cas dans 10 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis encore passionné à fond par ce que je fais et que je me vois pas faire un autre métier en fait. Donc à Ouais, partir du moment où je me vois pas faire autre chose, je me pose pas la question de quand est-ce que ça s'arrêtera. Je pense ouais, que ça c'est viendra bien. naturellement si je dois changer un jour. Absolument. Et alors, du coup, C'est- t'as des défis secrets, peut-être, des choses que tu n'as pas partagées sur ton blog, des trucs que tu as fait à titre personnel qu'on ne connaîtrait que si on te pose la question personnellement? Des défis secrets. Bon, écoute, si ce n'est faire pas mal de sport quand j'en ai l'occasion, ça sera. Je sais pas si c'est un défi secret, mais À part ces temps de coronavirus, c'est vraiment un défi pour le coup. ouais, c'est vrai. Et là, pour le coup, j'en fais pas trop en ce moment. Mais du coup, non, j'ai pas vraiment de défi secret. Après, tu vois, j'aimerais bien, par exemple, dans les mois ou années à venir, grimper un sommet à plus de 6-7 000. Ça peut être assez cool. Après, c'est pas vraiment secret, c'est plutôt un objectif que j'ai envie de réaliser, un de ces quatre. Encore une fois, on parlait d'expérience tout à l'heure. Bah, c'est le Ouais. genre d'expérience que j'aimerais bien faire, tu vois, grimper le Kilimandjaro, quelque chose comme ça. Mais après, c'est pas secret, quoi. C'est juste que j'en parle pas sur mes réseaux, mais c'est pas secret. Ok. Non, ouais, je pense que le mot secret, c'était plus dans ton cas, comme tu partages beaucoup de choses, ça va être personnel, toi, ça va être un défi que tu te gardes pour toi et que tu veux faire pour toi, quoi. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui t'anime dans cette quête finalement aujourd'hui? C'est quoi la petite voix intérieure qui te fait dire que ça te plaît? Bah, déjà que je me lève avec le sourire, donc ça, c'est un truc tout bête, mais moi, j'ai eu la chance de faire pas mal d'alternances, de stages, de taf, pendant que j'étais étudiant. Je faisais des études en alternance et etc. Et du coup, moi, j'allais au travail un peu à reculons. J'y allais uniquement parce que j'aimais bien mes collègues, ce genre de choses. Mhm. Et là, je sais qu'aujourd'hui, mon métier, tous les matins, je me lève et je suis heureux de bosser, quoi. Donc ça, déjà, c'est quand même un sacré aspect qui me prouve que je pense être au bon endroit à faire le bon travail, en fait. Est-ce que je me lève avec le sourire? Oui. Bon, bah, ça va, j'ai déjà gagné en fait une bonne partie du travail. C'est déjà un bon début. Ouais. Tu Il y a parlais tout à beaucoup de l'heure. monde, hein. Comment tu dis, pardon? Ça, c'est pas le cas, c'est pas le cas de beaucoup de monde.
Non, c'est vrai. C'est vrai que et c'est important, je pense, d'être capable de se dire le matin, en se levant, qu'on a envie de passer une bonne journée et qu'on va le faire naturellement, voilà, sans se forcer parce que justement on fait ce qui nous plaît et c'est ça qui fait que la journée se passe bien, quoi. Ouais, exactement. Et tu parlais d'ailleurs d'un certain Clément, du coup, qui voyage avec toi depuis quelques temps. Tu as quand même commencé seul. T'as jamais fait de programme ou d'éléments dans un groupe, peut-être avec d'autres, je sais pas, d'autres influenceurs, d'autres blogueurs voyage qui auraient des éléments ou des destinations en commun? Bah, on est quand même pas mal de potes à être blogueurs voyage, donc on est pas mal à échanger sur les sujets au quotidien, quoi, ça c'est clair. Ouais. Après, on échange souvent ensemble, quoi. Mais du coup, par contre, ouais, effectivement, par rapport à mon blog, pendant longtemps, j'ai été tout seul. Après, il y a des fois des gens qui écrivent pour mon blog, parce que mon blog s'appelle Votre Tour du Monde et j'ai pas du tout la prétention d'avoir voyagé partout autour du monde. C'est bien pour ça que ça s'appelle Votre Tour du Monde. Et du coup, des fois, il y a des gens qui vont écrire, des lecteurs, par exemple, qui vont écrire un article sur leur voyage aux îles Féroé, par exemple, où je suis jamais allé. Donc, il Ouais. y a potentiellement des lecteurs qui peuvent écrire pour mon blog. Et ça, c'est assez cool. Et alors, ils font comment? Ils écrivent un article, ils t'envoient, ils le postent directement, tu le corriges, tu relis, comment ça se passe? Ouais, ouais, effectivement, ouais, il me l'envoie et après, je vais relire l'article, voir si ça correspond bien quand même un peu à la ligne édito générale du blog. Si, enfin, tu vois, s'il y a tout qui correspond quand même un petit peu à l'univers de votre tour du monde. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, on peut publier. Après, avant qu'il se lance dans la rédaction de l'article, il y a quand même un petit briefing que j'envoie et qui permet du coup de savoir où aller, quoi, pour que tu aies Ouais. justement les infos sur, je sais pas moi, la taille des photos qu'il faut m'envoyer, les dimensions, combien de mots minimum, comment structurer un petit peu ton article, ce genre de choses. Non, mais je pense que c'est important d'être guidé. Parce que en plus, comme tu as l'air Ouais, d'avoir quelque chose d'assez. Alors, je sais pas si c'est le mot, c'est niche, mais tu vois, dans le sens assez spécifique, c'est important effectivement de garder un certain consistance de contenu. Si tu peux ouais. en plus les guider dans ce sens-là, c'est top. Ouais. Ok. Tu fais des vidéos et des photos finalement à longueur de journée. Est-ce que à un moment donné, tu t'es pas dit que ça pouvait être l'occasion de se lancer un programme vidéo plus long, tu vois, faire des courts-métrages ou des longs-métrages? Ouais, si, c'est un peu une réflexion effectivement. Après, c'est beaucoup, beaucoup de travail, donc c'est compliqué, pour, la charge de travail que ça implique. Mais oui, faire des reportages un peu plus poussés, sur des sujets, précis, ça peut être super intéressant. Normalement, par exemple, en fin d'année, je vais aller à Bali, mais je vais pas aller à Bali pour montrer à quel point l'eau est belle et les balançoires sont super cool. Je vais y aller pour parler de la problématique du plastique là-bas, en fait. Parce Ouais. que, apparemment, à Bali, tout comme dans d'autres endroits sur la planète, hein, Maldives, d'autres endroits, les plastiques sont vraiment, pas ou peu gérés. Donc en fait, il y a des vraies problématiques liées à tout ça et je sais que je vais y aller une dizaine de jours avec une association et on va essayer de comprendre déjà comment ça marche. On va essayer de voir quelles sont les solutions pour essayer d'aider à notre échelle et je pense faire un court métrage par rapport à cette expérience. Donc, une vidéo de, 25 à 30 minutes. Mais, c'est beaucoup de travail, donc du coup, je peux pas le faire à chaque fois, ça c'est clair. Ça- Après, ma solution que j'ai trouvée, c'est que par exemple, je suis allé en Inde, comme je disais, pendant 3 semaines. Clairement, j'ai pas fait une seule vidéo, j'en ai fait 5, 6. Mais en fait, j'ai juste divisé, les vidéos en différentes parties avec une thématique par vidéo. Par exemple, je sais qu'il y a une vidéo où je vais parler de la sécurité en Inde parce que c'est un sujet qui revient souvent, c'est: «Est-ce que l'Inde, c'est safe?» Ben, je sais que j'ai interviewé une fille qui habite là-bas depuis 2 ans et demi, qui a voyagé en solo en Inde, qui a des colocs suédoises et cetera et qui va prendre la parole pour parler de tout ça. Donc, moi, je suis plus dans l'optique de thématiser mes vidéos plutôt que de faire des grosses vidéos de 25 minutes, une demi heure, où tu abordes plein de sujets et au final, tu as peut-être pas trop le temps de les aborder. Ouais, je suis d'accord. Et combien de temps tu passes à traiter ce type d'éléments? Tu vois, si tu prends des photos sur Lightroom, si tu fais des vidéos sur. D'ailleurs, tu utilises quoi comme logiciel de montage vidéo? Alors du coup, pour les photos, ça va être Lightroom et pour les vidéos, ça va être, Premiere, sachant qu'aujourd'hui, ça va être mon pote Clément qui gère les montages. Ouais, Donc, c'est-à-dire qu'on pense ensemble au tournage, à l'histoire qu'on va vouloir raconter. Parce que une des choses les plus importantes quand même quand tu vas faire une vidéo, c'est, ben, ce que tu vas raconter sur place. ouais. Donc du coup, on va penser aux transitions et cetera et cetera.
Et après, c'est lui qui va s'occuper du montage. Il va m'envoyer une version de la vidéo et je vais lui dire, bah moi j'aurais peut-être fait ça autrement, fait tel modif à telle minute. Ah, j'ai peut-être rajouté une voix off finalement ici, ce genre de choses. Mais pour une vidéo, faut compter une petite semaine de montage pour une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure sur ma chaîne YouTube. Ah Donc ouais, c'est ça fait beaucoup quand de même travail. beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de temps, ouais. Donc j'imagine effectivement ça serait décuplé si tu faisais un court-métrage ou un long-métrage, d'autant Je pense plus. que effectivement, enfin, une vidéo d'une demi-heure où tu vas vraiment essayer de raconter une histoire, enfin faire vraiment quelque chose de bien, c'est plusieurs semaines de travail. Je vais prendre l'exemple j'ai une amie à moi qui s'appelle Léa Kaminery. Elle a fait une vidéo sur les chiens de Tchernobyl. C'est une thématique qui est super intéressante. On a tous regardé comment dire, la série sur OBS, je sais plus, sur Tchernobyl. Bah, elle, en fait, elle a trouvé qu'il manquait vraiment l'aspect un peu que sont devenus les animaux à Tchernobyl. Est-ce qu'ils ont été abandonnés? Est-ce que les chiens, ils ont trois yeux là-bas? Enfin, comment ça se passe exactement? Et en fait, elle est partie à Tchernobyl pour pouvoir aborder cette thématique-là. Donc, elle a fait une vidéo qui dure 40 minutes à peu près, qui est sur sa chaîne YouTube, qui est super intéressante, vraiment. N'hésitez pas à la regarder. Et ben, je sais qu'elle a mis plus d'un mois pour le montage, un mois Ah entier, ouais. 7 jours en fait. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein. Et le travail du coup c'est quoi le plus gros? C'est retoucher les effets, c'est trier les rushs, c'est quoi le gros du travail? Ben, ouais, c'est effectivement, c'est dérushé, quoi. C'est regarder un petit peu, est-ce que tout ce qu'on avait imaginé pendant le tournage, ça fait sens une fois qu'on le regarde sur écran? Est-ce que, tu vois, il n'y a pas des rushs qui sont flous alors qu'on pensait qu'ils étaient bons? Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Donc, c'est le dérochage, je pense, qui prend beaucoup de temps. Après, tu as aussi trouvé les bonnes musiques, par exemple, c'est un truc tout bête. Ouais. Mais si tu veux raconter les bonnes émotions, enfin, si tu veux transmettre les bonnes émotions aux gens qui regardent ta vidéo, il faut que tu trouves les musiques parfaitement adaptées. C'est super important, ça. Donc, Je tu suis vois, tu tout as à fait plein de choses d'accord. comme ça. J'ai la même problématique avec le podcast et c'est vrai que c'est pas évident de trouver une musique qui soit pas trop énervante ou au contraire pas Ouais, trop énergisante et que ce soit effectivement adapté au ton de voix et au contexte que tu donnes. Ça, c'est très important, je suis bien d'accord. ouais. Est-ce qu'avec tout ce que tu as fait depuis 5 ans, tu t'es pas dit à un moment donné que tu pourrais réécrire un Lonely Planet, mais un peu à ta version, quoi? Écrire un livre, ouais, ça, on m'a déjà contacté pour ça, etc. Mais c'est pas trop une priorité parce que pareil, je sais que c'est beaucoup de travail et j'ai pas envie de faire un livre juste pour dire j'ai fait un livre. Donc je sais que là en ce moment j'ai un bouquin qui s'appelle Un an autour du monde en vélo qui est assez intéressant, mais c'est ce qui est cool, c'est que tu as une thématique en fait pour le bouquin. C'est pas juste dire ben moi je suis allé 2 semaines en Inde, je suis allé 10 jours en Auvergne, je suis allé 5 jours à La Réunion, c'était super cool. Donc je dirais que il me manque une thématique pour pouvoir faire ce bouquin un jour ou l'autre. Mais c'est pas non plus en mode il faut à tout prix que je le fasse, quoi. C'est un voyage que tu as fait, un tour du monde en vélo? Non, non, c'est un bouquin que je lis en ce moment, justement. Ah oui, ok. C'est Sud Tesson ou c'est encore un autre? Non, c'est d'un Hollandais. Ok. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un beau bouquin. Et alors, je me suis posé la question quand on a commencé à discuter avec les volumes de followers. Est-ce que tu penses que c'est possible ou est-ce que c'est déjà arrivé d'ailleurs, que tu te fasses hacker les comptes et qu'on on prenne la main sur ce que tu vis? Parce qu'en fait, ta vie finalement aujourd'hui, c'est une grosse partie via la visibilité des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe si ces sont amenés à disparaître, quoi? On m'a jamais hacké, mais par contre, j'ai vécu un truc effectivement où on m'avait acheté des faux fans. Quand j'étais au Pérou il y a 7 ans, sur ma page Facebook, je me baladais au fin fond du Pérou, j'avais pas forcément internet, surtout qu'à 7 ans, le Wi-Fi c'était pas forcément si présent que ça. Donc je me baladais au fin fond du Pérou et je me suis connecté un jour à mon compte Facebook et j'ai vu que j'avais 20 000 nouveaux fans, plus ou moins. Et du coup, ma première question, c'était d'être ravi. Je me suis dit que j'étais passé à un JT ou je ne sais quoi. Et en fait, après, j'ai cliqué sur les noms enfin, sur le nom de fans. Ça te mettait le nom de tes nouveaux fans, justement. Et j'ai vu que c'était que à consonance ben, turque, notamment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des fausses personnes. Donc, au début, j'ai commencé à supprimer les gens un par un.
parce que tu pouvais pas les supprimer de façon multiple, sélectionner par exemple les 20 000 derniers nouveaux fans sur les 4 derniers jours, on n'en parle plus, quitte à Ouais. perdre quelques fans dans l'histoire. Je devais les supprimer un par un, et après je me suis en fait vite rendu compte que ben, ça allait être ingérable, donc que j'allais pas, j'allais pas le faire, et du coup j'ai juste interdit les gens qui habitent en Turquie de pouvoir voir ma page Facebook. Parce que sinon, ça allait réduire mon reach. Parce qu'il y avait plein de gens, j'avais peut-être 40 000 fans à l'époque, Ouais. j'avais potentiellement un tiers des gens qui allaient voir une publication qui n'allaient pas du tout réagir. Et du coup, l'algorithme de Facebook, il est tout bête, hein. Si tu réagis pas, ben, il va cacher la publication aux autres personnes. Donc moi, du coup, je me suis dit, ben, j'ai pas trop le choix que de cacher les posts de votre tour du monde, la page Facebook, à tous les gens qui viennent de Turquie, Qui quoi. Parce que sont, c'était ouais, la seule. typiquement. Parce que Facebook, je les avais contactés, ils ne pouvaient pas supprimer les derniers fans, etc. Donc j'étais un peu le pied au mur. Et c'était la seule solution que j'avais trouvée pour un peu pallier à ce problème. Après, on m'a jamais hacké mon compte. J'ai déjà reçu des emails de Instagram qui me dit attention, quelqu'un essaie de se connecter, mais j'ai mis pas mal de sécurité. Il faut que je reçoive un SMS, ce genre de choses pour pouvoir. Enfin, tu vois, c'est les tout. Comment on appelle ça? Enfin, les authentifications multiples, quoi. Et du coup, ça m'a permis de jamais me faire hacker. Bah, après, je touche du bois. J'espère que ça arrivera jamais. Mais je me Je suis. te le souhaite pas. Ouais. Parce que déjà, à titre perso, c'est une galère. Mais alors, c'est vrai que si en plus c'est ton métier et que tu perds une page de laquelle tu as 200 000 fans, c'est vrai que ça peut poser problème. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer? Tu vois, si demain je veux devenir blogueur voyage, c'est quoi les étapes à suivre? Les étapes à suivre pour être blogueur voyage, je pense que ça va être d'être très créatif. Parce qu'aujourd'hui, des blogueurs voyage, il y en a pas mal. Il y en a qui sont que youtubeurs, il y en a qui sont que blogueurs, que instagrammeurs. Ouais. Il y a plein de mondes différents. Mais je pense que la seule façon de pouvoir sortir un peu ton épingle du jeu, ça va être justement d'être créatif et de faire en sorte que ton contenu, il n'a pas déjà été vu sur les 40 000 autres blogs voyage qui existent. Donc ça passe par exemple, je sais pas moi, avoir quelque chose d'original sur tes photos. Ça peut être faire en sorte que tes vidéos, elles soient bien humanisées à ta façon. C'est plein de choses comme ça. Vouloir faire comme ce qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre, pour moi, c'est la pire façon d'arriver à percer, comme on dit, parce que ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre, ça a sans doute déjà été mieux fait par quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est pas du tout le conseil que je donnerais, quoi. Tu peux t'inspirer un petit peu, mais il faut vraiment pas essayer de faire comme ce que tu as vu, parce que ça a déjà été fait justement. Donc ça sert à rien de copier les gens autour de toi. Mais ça, je te comprends très bien. Est-ce que tu as une progression de tes fans je sais pas si. Comment elle est d'ailleurs la progression des fans? Elle est linéaire, elle est exponentielle? Comment ça se passe? Ouais, ouais, ça progresse, je dirais de façon plutôt constante. Alors évidemment, si je fais une vidéo, par exemple, je sais que les vidéos en France, ça marche assez bien en général. J'ai fait une vidéo sur Toulouse qui a fait 300 000 vues en quelques mois. Une vidéo sur Paris, pareil, 250 000, 300 000 vues en 3-4 mois. Bah, je sais que ça va me rapporter pas mal de monde d'un coup, mais en général, c'est quand même plutôt constant. Je sais que je vais gagner quelques milliers de fans par semaine sur Instagram. Je sais que ça sera pareil, à peu près 2000 par semaine sur YouTube. C'est plutôt constant et c'est rassurant d'ailleurs. Je préfère ça que juste un gros pic et plus rien derrière. Je préfère gagner sur le long terme que sur un one shot, quoi. Mais je te comprends très bien. Ok. Et alors, je sais pas, une anecdote là récente qui t'est arrivée pour finir? Est-ce que tu as déjà eu je sais pas, quelque chose de drôle ou d'improbable qui te soit tombé dessus là? Bon, des choses drôles, il m'en arrive pas mal, des choses improbables aussi. Mais bon, quand même, non, mais bon, je suis désolé de revenir encore sur l'actualité, mais de me dire qu'au final, un simple, entre guillemets, hein, un simple virus peut vraiment immobiliser la planète entière, confiner près de 3 milliards de personnes à un instant T, et donc m'empêcher de travailler et empêcher de travailler beaucoup d'amis. Ça refait ça remet les choses en perspective, et ça te fait te poser des questions aussi par rapport à ton métier, à ce que tu veux en faire, et où tu veux aller, toi qui as la chance d'avoir un peu de gens qui te suivent et d'influence, comme on appelle ça. Donc c'est quand même les actus récentes font que je me pose un peu des questions par rapport à que sera le métier de blogueur voyage dans 10 ans, par exemple. Est-ce que vraiment ça sera toujours voyager autant que ça? Est-ce que ce sera peut-être plus faire, comme on le disait un peu plus tôt, des longs métrages avec des thématiques dédiées pour essayer de sensibiliser les gens?
ou pas du tout, hein. Peut-être que ça sera de continuer comme on le fait aujourd'hui, à voir ce que ça donnera l'après l'après-crise. Mais je trouve que c'est super intéressant. Ça permet de se poser des bonnes questions à une période où on ne s'en posait plus trop parce qu'on est tous la tête dans le guidon et on n'avançait pas forcément très vite, quoi. Oui, d'ailleurs, tu auras peut-être un autre projet à un moment donné qui ressemblera à ce que tu as fait pour le vers des voyageurs. Finalement, un projet en emmène un autre, hein. Grave, grave, totalement. Je suis totalement en recherche sur que faire comme autre projet. Moi, encore une fois, je veux pas du tout arrêter d'être blogueur voyage, mais je veux peut-être juste peut-être trouver aussi d'autres trucs à faire à côté de temps en temps. Et du coup, ben, je réfléchis pas mal à ce que ça pourrait être. J'ai pas encore trouvé d'idée parfaite, donc je continue à réfléchir. Je me mets pas la pression là-dessus. Je suis quand même passionné par ce que je fais à la base, donc c'est juste du bonus. Mais j'aimerais bien avoir d'autres idées. J'aime bien essayer d'avoir des idées créatives. Et écoute, Bruno, ça va faire bientôt 1 heure qu'on discute. Merci d'avoir pris ce temps ensemble ici. Comment on fait pour te suivre du coup? On est d'accord qu'il y a une page Instagram, une page Facebook, une page YouTube, enfin une chaîne, pardon, YouTube. Ouais. Il y a d'autres choses que j'ai oubliées? Bon, il y a le blog, du coup, effectivement. Et non, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai aussi un groupe Facebook que je veux juste mettre un peu en avant parce qu'il a plus de 150 000 membres. Et en fait, ce groupe, il est pas mal pour tous les gens qui se demandent où aller en voyage, qui cherchent des bons plans, des itinéraires, des conseils, des choses un petit peu en dehors des sentiers battus. Ce groupe, il s'appelle Voyageurs autour du monde, voyageurs au pluriel. Et comme je disais, il y a 150 000 voyageurs dessus, francophones. Donc, c'est le plus gros groupe de voyageurs en fait en France. Et il y a plein de bons échanges, de bons plans, de partage, je sais pas, de tickets de train pas trop chers, d'hébergement, etc. Donc ça peut inspirer les gens qui nous écoutent actuellement. Qu'ils n'hésitent pas de rejoindre ce groupe, ça pourrait leur donner des bonnes idées pour leur prochain voyage. Bonne affaire, dans la description je mettrai les deux. La vidéo de 15 minutes où tu expliques comment tu gagnes ta vie et puis le groupe Facebook. Une Nickel. dernière question avant qu'on se quitte, pour bien comprendre depuis le début de votre-tour-du-monde.com, finalement c'est quand même un blog qui est en français. T'as pas du Ouais. tout pensé à un moment donné qu'il fallait que tu passes en anglais? Si, si, ouais, je me posais la question à une époque, mais d'ailleurs, je m'appelais aussi à une époque sur Instagram, par exemple, maintenant c'est Bruno Maltor, mais avant, je m'appelais A French Traveler, notamment, et je parlais en anglais, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est compliqué parce que moi, je suis courant en anglais, mais je suis pas bilingue et native. Donc, du coup, quand tu veux parler, quand tu veux faire des blagues, ce genre de choses, tu seras pas autant à l'aise que dans ta langue maternelle, en fait. Donc, j'ai tenté un jour de switcher en français pour voir les réactions et j'ai eu beaucoup plus de commentaires et de likes depuis que je suis revenu au français en fait sur mes réseaux. Donc, ça m'a poussé à me dire qu'il y a encore pas mal de place sur le marché francophone et qu'il faut pas à tout prix obligatoirement partir sur l'anglophone pour gagner toujours plus de monde, etc. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire sur le franco. Et tu sais déjà dire que, enfin, est-ce que les 700 000 actuels que tu as en tant que follower sont des francophones? Ouais, ouais. Ouais, ouais, 90%, je dirais, sont francophones, quoi. Tu peut-être une petite dizaine de pourcents qui me suivent pour mes photos et qui regardent pas forcément les descriptions. Mais ouais, 90-95% des gens qui me suivent sont francophones. Bon, bah, on a hâte que tu puisses repartir pour pouvoir te suivre à nouveau dans l'aventure une fois que ce corona sera parti. Merci Bruno Yes. d'avoir pris ce temps avec moi, très sympa. Et puis on attend du coup les prochains contenus qui arriveront, je suppose, à partir de cet été, une fois que toutes les barrières de confinement seront levées. Ouais, bon après je continue à poster quand même des choses, mais effectivement les prochains vrais voyages, ce sera sans doute à partir de juin. Bon, bah, super. Bonne continuation Bruno. Merci, bonne fin de journée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt!